Et nous recevons ce soir le journaliste italien d'origine ukrainienne Yaroslav Trofinov. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le correspondant en chef du Wall Street Journal pour la politique internationale, l'actualité internationale. C'est un quotidien américain à dominante économique. Vous avez été chef du bureau de ce même quotidien américain en Afghanistan et au Pakistan. Votre premier roman a pour titre Ce pays qui n'aimait pas l'amour. Ukraine 1930-1954. La saga événement. Édition Istia et compagnie. Vous retracez en fait dans ce premier roman l'histoire de votre grand-mère juive ukrainienne sous l'Union soviétique à travers les affres de la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui trouve un écho, on va le voir, dans la guerre menée par la Russie. On va en parler dans quelques instants. Je signale quand même la traduction de l'anglais au français effectuée par Jean Hecht, traducteur notamment de Stephen King. Alors la Pologne dénonce donc un acte d'agression sans précédent contre son territoire avec ses drones. Quelle analyse faites-vous de cet événement? La Russie dit notre intention c'était pas d'attaquer l'Ukraine, la Pologne dit que c'était délibéré. Ben, il faut se rappeler que la Russie avait dit il y a 3 ans et demi qu'elle n'avait aucune intention d'envahir l'Ukraine. Et puis il a envahi l'Ukraine. Donc les mensonges qui sortent du Kremlin, c'est la routine. En fait, c'est le mode d'opérer pour le gouvernement russe. Ce qui est clair, c'est que la Russie a essayé de voir quelle serait la réaction des pays de l'OTAN, des alliés de la Pologne, en lançant ce genre d'attaque de zone grise, comme disent les stratègues. Donc, c'est pas vraiment un acte de guerre ouvert, mais c'est pas non plus l'expression de paix. Et donc, en fonction de ce que serait la réaction, je crois que les Russes vont un peu continuer ou pas. Donc, ils vont essayer de voir s'ils peuvent continuer à pousser. Et dans ce cas, selon vous, le chef de l'OTAN se félicite de l'efficacité de la réponse? Ben, c'est pas vraiment si efficace que ça, et en plus ça coûte beaucoup parce que on a vu que ces drones étaient abattus avec les missiles qui coûtaient 1 ou 2 millions de dollars par missile, et c'était juste une petite question de drone pour voir un peu l'échelle. La Russie lance 400-500 drones sur l'Ukraine quasiment toutes les nuits. Là, il y avait une dizaine, peut-être 20 d'appareils. Donc, c'était vraiment à voir si les ressources de l'OTAN seront assez, en fait, pour faire face. Ouais. Ah, c'est ça, on imagine la stupeur en Pologne. Il y a bien entendu des déclarations politiques, mais votre roman nous parle de la Seconde Guerre mondiale. Il y a la petite histoire, il y a l'intime dans la grande histoire. Mais les Polonais ont été traumatisés par la Seconde Guerre mondiale, puis ensuite l'Union soviétique. Comme l'atmosphère, quelle doit-elle être selon vous aujourd'hui à Varsovie et dans les villes polonaises? Mais je crois que tout le monde y parle, bien sûr. Mais j'ai parlé avec mes collègues en Pologne, mais c'est aussi pas complètement étendu parce que je crois qu'il y a vraiment cette perception, pas juste en Pologne, mais aussi dans les pays baltes, aussi en Finlande, même en Allemagne, que la guerre s'approche tous les jours et que si un jour la Russie aurait eu un succès à l'Ukraine, ça serait inévitable qu'elle va continuer. Pour vraiment voir si l'OTAN existe comme une structure cohérente, si vraiment les alliés des pays de l'Europe centrale de l'Est vont intervenir, parce que je ne crois pas que les gens à Varsovie ou à Riga ou à Vilnius sont vraiment convaincus que l'Amérique de Trump va aller en guerre pour les défendre. C'est ça le problème, et c'est ce que les Russes veulent démontrer maintenant. Et on va évoquer tout à l'heure l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Vous étiez à Kiev le jour de l'invasion russe, c'était le 24 février 2022. Vous en avez d'ailleurs tiré un livre de vos reportages, ça s'appelle « Nos ennemis disparaîtront », Penguin, édition. Quel souvenir gardez-vous de ce jour où l'histoire de l'Ukraine a basculé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là? Mais c'était inattendu par très beaucoup d'Ukrainiens. Moi, que j'ai passé ma vie à écrire sur les guerres, donc j'étais à Bagdad, à Tripoli, à Kaboul le jour que les talibans étaient arrivés. Donc, moi, j'étais sûr que ça allait arriver. Et le matin, c'était le choc. Et je crois que les premières 48 heures, il y avait la panique dans les rues et le gouvernement n'a pas été assez préparé. Mais puis, le président Zelensky est sorti. Il a dit, on est là, on ne va pas partir, on va combattre. Et vraiment, toute la population ukrainienne est sortie à demander à chercher les armes. Et en fait, il y a eu une défaite militaire russe aux alentours de Kiev parce que les Russes ont dû se retirer de l'Ukraine du centre. Kiev n'est pas tombé ce jour-là. Oui, parce que l'armée russe a subi une défaite. Bientôt 3 ans de guerre, tout de même, l'Ukraine a été amputée d'une partie de son territoire avec des zones occupées ou annexées. On peut penser à Donetsk, Kherson, Luhansk ou encore Zaporijia. Il y a d'ailleurs 2 républiques autoproclamées, on le voit sur la carte, Donetsk et Luhansk. La péninsule ukrainienne de Crimée avait été annexée en 2014. Selon vous, jusqu'où veut aller Vladimir Poutine en Ukraine? Quel est son but de guerre?
Mais je crois que le but de guerre de Poutine est le même qu'il a eu au début de la guerre. Il veut tout. Il veut toute l'Ukraine. Il veut un régime vassal, un régime fantoche. Démilitarisé? Oui, à Kiev. En fait, je crois que ce qu'il veut, c'est plus que Vichy. En fait, ce que les Allemands ont fait en France, ils ont occupé une partie directement, un régime collaborationniste de Vichy dans le reste de la France, qui quand même avait une autorité sur le papier sur le reste de la France. Je crois que Vladimir Poutine veut annexer directement une grande partie de l'Ukraine et installer un régime philorusse dans le reste. Mais c'est ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire ce qu'il va faire, parce que si on regarde la carte de l'Ukraine, depuis novembre 2022, donc depuis la fin des contre-offensives ukrainiennes, la Russie est avancée. Ils ont perdu des centaines de milliers de soldats dans ces combats et ils ont réussi à gagner moins d'1% du territoire ukrainien à un prix exorbitant. Donc en fait, il n'y a pas une grande perspective que les Russes vont faire une percée et prendre les grandes villes. Alors vous dites 1%, c'est vrai que c'est le chiffre qu'a cité Emmanuel Macron, ça peut surprendre parce que d'autres disent que c'est la taille du Portugal aujourd'hui qui est aux mains des Russes. Entre 1% et la taille du Portugal... Donc les Russes maintenant contrôlent plus ou moins 20% du territoire ukrainien, 19%. Ils ont été à 18% il y a 3 ans. Donc, et ça, c'est 19%, ça a compris la Crimée, les gens de Donetsk, qui étaient occupés déjà en 2014. Que répondez-vous, Yaroslav Trofinov, à celles et ceux, et la Russie, à commencer par la Russie, mais aussi ceux qui défendent Vladimir Poutine, qui disent qu'au fond, ce sont les Ukrainiens, c'est l'OTAN qui ont fait capoter les accords de Minsk, qu'il y a des minorités russophones dans l'est du pays qui aspirent à être rattachées à la Russie. D'ailleurs, Vladimir Poutine se fait un malin plaisir de dire, vous, les Occidentaux, vous intervenez pour protéger des minorités. Je fais la même chose, en fait, finalement. Que répondez-vous à ces arguments ? Mais d'abord, le président Zelensky, c'est un russophone d'origine juive qui est en tête de la résistance ukrainienne. Son chef d'état-major, Général Syrski, c'est un Russe qui est né en Russie, mais qui combat pour l'Ukraine. Son chef de conseil de sécurité nationale, c'est un musulman de la Crimée. Donc vraiment, la résistance ukrainienne n'a rien à voir, et le nationalisme ukrainien, en fait, n'a rien à voir avec les dates de sang, de langue, de religion. C'est un nationalisme très civique, qui est multiethnique et le combat est pour l'idée de la liberté. C'est ça la grande différence. Parce que les Ukrainiens ne combattent pas pour Zelensky, ils ne combattent pas pour leur gouvernement, ils combattent pour être libres, pour pouvoir choisir le gouvernement dans le futur. Pour vous, les Ukrainiens, encore aujourd'hui, dans la majorité, sont soudés pour l'indépendance du pays et la souveraineté du pays? Oui, absolument, absolument. Et c'est parce que, en fait, c'est le passé qui est décrit dans mon livre qui explique leur résistance aujourd'hui. Parce qu'il y a une mémoire dans toutes les familles ukrainiennes des massacres de la grande famille, de l'épuration ethnique qui est arrivée en Ukraine dans les années 30, 40, le Holodomor. Et les Ukrainiens, maintenant, le calcul qui est fait par la population est que les souffrances du combat, les pertes qu'on voit tous les jours dans le front, ça fait mal, mais c'est mieux que ce que sera passé si l'Ukraine capitulait. Parce que la capitulation voudrait dire plus de pertes, plus de souffrances et la destruction du peuple ukrainien comme peuple indépendant. Et est-ce que vous diriez que Donald Trump, le président des États-Unis, au fond, prône cette capitulation de l'Ukraine? Il dit que la Crimée doit rester russe, qu'elle ne reviendra pas à l'Ukraine. Que vous inspire la position du président américain qui a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska à la mi-août? Je crois que Donald Trump veut avoir un accord avec la Russie. Et pour lui, l'Ukraine, c'est une nuisance. Oui. Il avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures. Oui, donc de le penser, ça aurait été facile. Mais le problème pour Donald Trump, c'est que les Ukrainiens ne vont pas se rendre. Ils ne combattent pas pour les Américains, ils ne combattent pas pour les Européens, ils combattent pour leur liberté. Et donc, il y a une limite à ce que Donald Trump peut faire pour faire pression sur les Ukrainiens, aussi parce que l'opinion publique américaine n'est pas philorusse. Si on regarde les sondages aux États-Unis, 3/4 des Américains sont pour continuer l'assistance à l'Ukraine. Et en fait, Poutine n'est pas populaire du tout. Et donc, ça va être très difficile pour le président Trump de forcer les Ukrainiens contre leur volonté. Et ce serait impossible, en fait, de les forcer de capituler. Voilà donc pour le conflit à proprement dit. C'est en tout cas cette guerre qui vous a inspiré ce roman. Comment a germé l'idée de ce roman? Est-ce que cette guerre, justement, est-ce que c'est ce conflit qui vous a donné envie de retracer, même si c'est une fiction, précisons-le, inspirée de faits réels qui concernent votre famille, est-ce que c'est cette guerre qui vous a inspiré ce roman sur votre grand-mère?
En fait, c'est le début de la guerre, parce que la guerre a commencé en 2014. Donc, on a vraiment déjà... Avec le mouvement sur la place Maïdan. Et puis l'invasion russe dans le Donbass et l'action militaire dans la Crimée. Donc, en fait, on a déjà 12 ans de guerre en Ukraine. Et dans les combattiments de 2014-2015, il y a eu 14 000 morts, quand même. Ça n'a pas été un petit conflit. Et la chose qui m'a choqué à l'époque, c'est comment peu était connu de l'Ukraine. C'était vraiment une terra incognita, parce que il n'y avait pas de spécialistes de l'Ukraine. L'histoire de l'Ukraine n'était pas du tout connue. Et tout ce que les gens savaient de l'Ukraine, ils le savaient à travers les yeux des Russes. Même les gens qui ne sympathisaient pas avec Poutine, ils avaient appris la langue russe. Donc des alliés des nazis, des nationalistes, ultranationalistes. Et l'histoire de l'Ukraine est beaucoup plus complexe. Donc d'abord, c'était vraiment l'endroit le plus saignant, le plus difficile et le plus dangereux de l'Europe du XXe siècle. Si on regarde les chiffres, il y a 4 millions des Ukrainiens qui étaient morts pendant la famine. Puis il y avait vraiment une extermination quasiment totale de la classe culturelle ukrainienne par le régime de Staline. Puis il y avait la Grande Guerre où presque 10 millions d'Ukrainiens étaient morts, y compris même mon arrière-grand-père qui était mort dans le Babi Yar. Donc la Shoah par balle. Le Shoah par balle. Et plusieurs autres. Il y avait le frère de ma grand-mère qui était mort en combattant les nazis. Il était un soldat de l'armée rouge. Et donc, survivre dans ce genre de circonstances, c'était très, très difficile. Et je voulais raconter l'histoire des Ukrainiens qui ont survécu ce hachoir de l'histoire, si vous voulez, parce que chacun qui est vivant en Ukraine maintenant, il a les grands-parents comme les miens, ou grands-parents comme les miens, donc ces histoires... C'est Déborah, Déborah et sa famille qui sont juifs et qui subissent l'antisémitisme des années 1930, puis l'après-guerre. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui en Ukraine? Vladimir Poutine, encore une fois, a beaucoup joué sur ça. C'est difficile de parler d'un pays antisémite où un candidat juif gagne 75% de votes dans les élections libres. Donc, c'est vraiment pas le cas de l'Ukraine aujourd'hui. Il faut dire que l'histoire et le passé n'est pas le présent. Donc, c'est vrai qu'il y a eu l'antisémitisme et des pogroms dans l'Ukraine des années 30 et 40, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, il y a eu, pas une amnésie, mais en tout cas, une histoire écartée de la mémoire collective ukrainienne. Je crois pas que c'était écarté, parce que quand même, on y parle beaucoup dans les dernières 30 ans, c'était écarté sur le régime soviétique. Parce que moi, quand j'étais enfant à Kiev, et Babi Yar était là où était mon école. Donc, je passais par le Babi Yar tous les jours. Il n'y avait pas de monument juif. Il y a un petit monument qui disait les citoyens soviétiques qui ont été fusillés par les nazis. Mais l'Ukraine moderne a basé son identité sur une chose complètement différente. Parce que l'identité de l'Ukraine moderne, en fait, est très cosmopolite et très basée sur l'idée de la liberté. Donc, c'est ça la différence, en fait, entre la psychologie des Ukrainiens et des gens qui habitent maintenant dans la Fédération russe. Parlez-nous de votre grand-mère. En quoi a-t-elle inspiré ce roman, sans raconter l'histoire? Qui était cette femme? Ma grand-mère, qui s'appelait aussi Déborah dans les vies vraies, elle a heureusement réussi à vivre jusqu'à plus de 90 ans. Et donc, elle m'a raconté ces histoires que beaucoup d'autres grand-mères ukrainiens n'osaient pas raconter. Parce que, en fait, pour survivre cette période, ils devaient faire les choses qui n'étaient pas très jolies. En fait, il y avait un peu de vergogne. Il y avait un tabou. D'abord, elle avait peur, puis il y avait la vergogne aussi. Et donc, moi, j'ai eu de la chance parce que ma grand-mère, à la fin, était assez sincère et candide avec moi. Et elle a fait des choses pour protéger les gens qu'elle aimait. Et donc, elle a dû mentir, elle a dû manipuler, elle a dû faire autre chose. Je ne vais pas raconter toute l'histoire. Et elle a dû compromettre son essence aussi, parce que survivre ce genre de régime, il y a un prix. Et donc, vraiment... Le personnel, dans l'intimité, dans l'histoire familiale. Voilà, et le prix aussi de l'intégrité morale de la personne. Donc, vraiment, le livre, ça examine un peu la question fondamentale de cette période. À quel prix la survie? Ce qui n'est pas vraiment une question juste pour les Ukrainiens du XXe siècle, mais aussi une question universelle, parce que maintenant, il y a beaucoup de sociétés autoritaires, totalitaires dans le monde, où les autres Déborah doivent se poser les mêmes questions. Et en fait, j'écris le roman, qui est un roman, un peu roman policier, histoire de meurtre, histoire d'amour, histoire de trahison, histoire de guerre, qui a une histoire qui est intéressante en soi-même. Parce que je voulais que les gens qui le lisent, c'est pour les gens qui ne sont pas tout à fait intéressés par l'Ukraine. Pas concernés, les amener justement à s'y intéresser sur ce que ça fait sur l'être humain, en fait. Est-ce que ça nous fait... C'est elle sur la photo?
Non, c'est pas sur une la illustration. photo. Non, c'est une illustration. Merci beaucoup. Juste un mot sur le français, vous l'avez appris où? Ben, j'ai passé mon enfance à Madagascar. D'accord. Donc, je suis, Madagascar, où on est regardé. voilà, donc j'ai appris à lire avec le journal du Mickey et le Tintin. La grande île francophone, Mickey et Tintin. Merci beaucoup. Merci. En tous les cas, Yaroslav Trofinov, d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre témoignage.